Bonsoir à tous et bienvenue pour 66 minutes, votre rendez-vous de l'info du mardi soir en direct. Nous reviendrons tout à l'heure sur la tragédie qui se joue en ce moment en Birmanie, mais aussi sur un phénomène inquiétant en France, l'alcool chez les jeunes. Regardez le sommaire. Au-delà des corridas et de la liesse populaire, la feria de Nîmes qui se déroulait ce week-end est elle aussi touchée par le phénomène de l'alcoolisme chez les jeunes. Violence, débordement, pour beaucoup ces fêtes sont l'occasion de boire, parfois jusqu'au coma éthylique. Monsieur, allez, c'est la Croix-Rouge. Quand l'alcool devient une défonce, reportage avec les secouristes et les forces de l'ordre. Loin des yeux du monde entier, la Birmanie est en train de vivre une catastrophe qui pourrait être plus meurtrière que le tsunami. Quand j'ai vu l'eau arriver, j'ai mis mes deux neveux sur mes épaules et j'ai couru vers l'intérieur des terres. 11 jours après le cyclone qui a frappé le pays, la population doit se débrouiller seule. Est-ce que les équipes de sauvetage sont venues ici? Non, personne n'est venu. Nous avons attendu, mais personne n'est venu. Qui sont ces militaires au pouvoir qui refusent l'aide humanitaire? Entre propagande et réalité, découvrez les dessous d'une semaine tragique. Depuis qu'un chauffeur de taxi clandestin est accusé d'avoir assassiné cette étudiante suédoise, certaines jeunes femmes se posent des questions. La pauvre fille s'est quand même fait massacrer. Ouais, dévisagée, c'est vrai. Non, on n'en prendra plus. Comment reconnaître ces faux taxis? Comment les policiers leur font-ils la chasse? Et qui sont-ils? Moi, je travaille pas, je sors de prison. Et là, j'essaie de me réinsérer, comme j'arrive pas à trouver de boulot, donc je fais ça en attendant, quoi. Nous avons aussi enquêté en Angleterre où, face à la psychose, s'est créée une compagnie de taxi spéciale femmes. Il se montre rarement à la télé et pourtant c'est l'artiste français qui vend le plus de disques dans le monde. Nous l'avons suivi en Argentine où il s'est lancé dans un projet hors du commun, enregistrer un disque avec les patients d'un hôpital psychiatrique. De Paris à l'Amérique du Sud, voyage dans les valises de Manu Chao. Et tout de suite après ces reportages, nous vous proposerons, comme tous les mardis, 66 minutes l'enquête. Avec ce soir notre reportage sur les mariages mixtes entre Français et étrangers. Ça représente un mariage sur 3 en France. Avec la nouvelle politique de l'immigration, les règles se sont durcies ces derniers mois. Alors quand on est amoureux d'un étranger ou d'une étrangère, passer devant le maire peut parfois virer au cauchemar. Comment les autorités font-elles la différence entre une histoire d'amour et un mariage blanc? C'est ce que vous verrez dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour l'heure, je vous propose un reportage à la feria de Nîmes qui s'est déroulé ce week-end. Nous avons enquêté sur un problème de santé publique de plus en plus préoccupant, l'alcool chez les jeunes. Certes, la consommation est en baisse en France depuis 30 ans, mais les 15-25 ans font à eux seuls mentir les statistiques. À 15 ans, un jeune sur 3 déclare avoir déjà été ivre et les médecins voient parfois débarquer aux urgences des jeunes de 12 ans en coma éthylique. En Grande-Bretagne, on appelle ça le binge drinking, traduisez biture express, une pratique qui tend à se répandre en France. Alors comment réagissent les autorités et les débitants de boissons? Reportage à Nîmes de Sophie Merle-Prignac et Jérôme Dindar. Ce soir, dans les rues de Nîmes, tout le monde fait la fête. Tout le monde, sauf eux. Pour ces bénévoles de la Croix-Rouge, c'est même la nuit la plus chargée de l'année. Environnement particulier, ce soir c'est feria, ça veut dire agressivité, ça veut dire alcool. Ensuite, on se suit à 1 mètre maximum, on ne répond pas aux invectives, parce qu'on va avoir énormément de traumas par rix, on va avoir également beaucoup d'intoxication alcoolique, et on peut avoir également des plaies graves par éclat de verre. La feria de Nîmes, un cauchemar pour les forces de l'ordre et les secouristes. La feria, c'est avant tout la fête du taureau. Celle de Nîmes est la plus importante de France. Durant 6 jours, les arènes accueillent la crème des toreros. Dans les rues du centre-ville, 1 million de visiteurs et une vraie ambiance de fête. Les plus motivés font la java jusqu'au petit matin. L'alcool coule à flot, mais depuis 3 ans, la fête a pris un tour inquiétant.
Les malaises liés aux excès d'alcool sont 2 fois plus nombreux. Les moins de 20 ans sont particulièrement touchés, et même les ados. Un peu plus tôt, dans Nîmes. Ceux-là ont 18 ans. Antoine, Maxime et Guillaume se préparent pour un marathon très alcoolisé. Et leur organisation en matière de beuverie peut faire froid dans le dos. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces sacs? Ces sacs, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'il y a une poche de 2 litres avec un tuyau, donc il n'y a pas besoin de l'ouvrir, il y a juste à attendre la bouche, quoi. Et qu'est-ce que vous faites avec? On met un peu de sangria dedans et c'est parti, on va faire la fête. C'est des sacs destinés à la randonnée normalement. Pour mettre de l'eau. Voilà, pour mettre de l'eau. Ces sacs à dos sont équipés d'une poche imperméable de 2 litres et d'un tuyau qui leur permet de boire de l'alcool en grande quantité. De toute évidence, les 3 garçons ont peur de manquer. Une fois les poches remplies, ils ajoutent dans leur sac 2 bouteilles d'alcool supplémentaires. En une soirée, ils comptent ingurgiter pas moins de 6 litres de boissons alcoolisées chacun, l'équivalent de 40 verres. À 20 km de Nîmes, un jeune homme de 19 ans se prépare à enchaîner les nuits blanches. Mais celui-ci sera parfaitement sobre ce soir. Jérémy est l'un des 200 secouristes de la Croix-Rouge. Assisté de son petit cousin, il se prépare. Attends, juste les chaussures là, tu les mets dans le sac ceux-là? Ceux-là, voilà. Pendant la fête, ce bénévole fera face à des situations d'urgence stressantes. À commencer à être concentré, à essayer de rien oublier, parce que c'est vrai que c'est essentiel d'avoir, et surtout avoir une tenue propre, parce que c'est vrai que par rapport aux victimes qu'on peut avoir, c'est toujours bien, on est entouré de beaucoup de vomi, de sang, etc. Et avoir un secouriste qui vient, qui sent bon, avec le sourire, etc. C'est vrai que les gens se sentent de suite rassurés, et ça va beaucoup mieux. Ah, Lilian, tu viens à moi? Tu portes une chaussure? Un secouriste qui sent bon, donc, et surtout habitué de la feria. C'est la 4e fois qu'il y participe. Tu n'es pas sûr de rentrer? Ça dépend. Je vais voir si je suis trop fatigué, je dors là-bas. Et ce soir, il ne va pas chômer. À tout à l'heure. Ciao. Certains n'attendent pas la tombée de la nuit pour commencer à boire. C'est le cas d'Antoine, Maxime et Guillaume. 20 h, nous les retrouvons dans une des bodegas de la ville. Les bodegas, ce sont des buvettes installées pendant la feria qui proposent le verre de pastis ou de sangria à 2 €, le même prix qu'un soda. Les 3 jeunes ont donné rendez-vous ici à toute une bande de copains. Pour la plupart des étudiants ou comme eux des lycéens. Les bouteilles passent de main en main, ils échangent même leurs tuyaux. L'idée c'est de s'enivrer vite ou pas? Non, on fait pas, franchement, on fait pas attention, on a soif quoi. On a souvent soif, on peut pas faire rien. La dernière corrida de la journée vient de se terminer. Désormais, tout le monde est dans la rue. Maxime et sa bande ont décidé de se promener dans les rues toute la nuit. Sans but particulier, si ce n'est d'aller de bodega en bodega. L'ambiance est encore bonne enfant, mais les secours vont bientôt entrer en action. 1 heure plus tard, certains jeunes commencent à perdre les pédales. Celui-ci a 16 ans. Il est 22 h, l'alcool fait ses premières victimes. Les équipes de la Croix-Rouge sont en plein travail. Toujours la même technique, d'abord mettre la victime à l'écart de la foule. Excusez-moi, vous pouvez vous écarter s'il vous plaît? Juste 5 minutes, vous écartez 5 minutes, d'accord? Merci. Puis, pour éviter qu'elle ne s'étouffe en cas de vomissement, elle est allongée sur le côté. Voilà, allez mon gars, on se met en PLS, mets-toi sur le côté mon gars. Allez, mets-toi sur le côté. Voilà, mettez des gants. Hein. La hantise des sauveteurs, c'est le coma éthylique, une perte de connaissance qui peut entraîner la mort. Jérémy et ses collègues viennent d'être alertés, une personne est en difficulté sur un trottoir. Allez, levez-vous. Monsieur, allez, c'est la Croix-Rouge. Ok.
s'il vous plaît. Écartez-vous, s'il vous plaît. Écartez-vous. On va vous amener sur le poste de secours, d'accord? Il s'agit d'un garçon de 18 ans. Ses yeux bougent, mais il peine à articuler. 1, 2, 3. Voilà. Allez, en sangle. Il faut tout de suite le placer en observation. C'est Jérémy qui est chargé de le stimuler pour le maintenir éveillé. Allez, on garde les yeux ouverts, monsieur. On me serre les mains. Fort, monsieur. Vous me serrez les mains un peu fort. Je me sens rien là. Réveillable. Allez, monsieur. Voilà, monsieur. Surveillance. Envie de vomir? Pour ne pas engorger les urgences de l'hôpital pendant la feria, la Croix-Rouge a installé 5 postes avancés un peu partout en ville. À l'intérieur, un médecin du SAMU est présent pour faire un premier diagnostic. Ça va? Ça va? Oui? Un examen de 5 minutes et la victime est jugée hors de danger. Merci. C'est pas exactement. Jérémy va maintenant tenter de recueillir un maximum d'informations sur le jeune homme, C'est vous, son ami? en interrogeant la personne qui a prévenu les secours. Renseignement, d'accord? Donc c'est Benoît. Son prénom? Ouais. Honnêtement, je sais pas du tout. Ah, mais vous le connaissez pas? Si, c'est un collègue, mais je le connais que depuis hier soir. Moi. Ah, vous le connaissez que depuis hier soir? D'accord. Apparemment, ça va être compliqué. Le problème, c'est que depuis quelques années, ces gros buveurs sont de plus en plus jeunes. Ça commence 10 ans, 12 ans, plus 12 ans, 14 ans quand même. 12 ans? Oui, ça commence très tôt. C'est jeune, 12 ans, non? Et oui, c'est pour ça qu'après on est un peu embêté parce qu'il faut appeler la famille, parce que les mineurs, on ne peut pas les laisser repartir comme ça. Merci. Le danger est d'autant plus important qu'ici, les grandes marques d'alcool viennent draguer les jeunes clients. Et elles mettent les moyens. Pendant ces 6 jours, les plus grandes marques animent les bars. Distribution gratuite, mais aussi danseuse sexy. Du pur marketing, la cible est clairement désignée. Yannick travaille pour une grande marque de bière et n'a pas honte de le dire. Il veut rajeunir ses clients grâce à ses coups de pub spectaculaires. On essaie de se greffer sur des événements comme ceux-là qui sont importants pour nous, qui nous permettent de toucher une cible qui est plus jeune. Parce qu'il faut savoir que notre cœur de cible aujourd'hui est une population entre 25 et 50 ans. Donc ça nous permet de toucher une population entre 18 et 25 ans. Vous avez conscience que vous incitez quand même à consommer? Les petits jeunes qu'on voit... On incite, oui, non, les gens qui sont là viennent pour passer un bon moment. Quant à l'âge des consommateurs, pendant la feria, ce n'est pas toujours la préoccupation des débitants de boissons. Minuit, Antoine et ses copains sont sérieusement éméchés. Il n'y a plus de jus. Alors attendez, vous avez commencé à 8h30, il est minuit, vous avez fini quoi là? À minuit, les raviolis, ils sont pas cuits. Vous avez fini quoi? La sangria et la 50 centilitres de jet. Et vous avez du ravitaillement ou pas? Ouais, mais on va aller au libre-service là. Ce libre-service du centre-ville est le point de ralliement des jeunes. Les moins de 18 ans savent qu'ici, ils peuvent se ravitailler sans problème. Là, on achète de l'alcool quand tout est fermé en fait. Ils demandent les pièces d'identité aux jeunes? Non, jamais. Le commerçant risque plus de 3 000 € d'amende s'il est pris en flagrant délit par la police. Alors notre caméra n'est pas la bienvenue. Soudain, l'homme s'énerve. Mais Antoine est resté à l'intérieur. C'est bon, parle-moi pas comme ça, je te parle pas mal. Et le commerçant en profite pour l'intimider. Bah, j'ai demandé quelque chose. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ah non, j'ai rien demandé, voilà, c'est bon. Il lui reproche d'être venu accompagné de journalistes. Est-ce que j'ai demandé quelque chose? Mais dans leur état, Antoine et ses copains ont pris l'altercation à la légère. Et le gars à l'épicerie, il était... Ah, il était pas gracieux. Le principal pour eux,
c'est de recharger les sacs en alcool et de continuer la virée. Ça va? Encore 2 litres? Encore 2 litres. À quelques centaines de mètres, autre ambiance. Plus de 200 policiers sont mobilisés pour la feria. Avec une priorité, la lutte contre l'alcool au volant. Allez, soufflez, 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 soufflez. Il y a 1 mois et demi, plus de 10 personnes se sont tuées sur les routes en rentrant d'une autre feria à 30 km de là. Un bilan particulièrement meurtrier. Alors ces contrôles ont été annoncés dans la presse. Mais il reste encore des inconscients. Bonsoir. Bonsoir monsieur, police nationale, contrôle alcoolémie. Vous avez consommé l'alcool avant de prendre le volant? Pardon? Vous avez trouvé une place pour rentrer. Est-ce que vous avez consommé l'alcool avant de prendre le volant, monsieur? D'accord, on va vérifier ça. Vous allez souffler tant que l'appareil siffle. Quand ça s'arrêtera, si vous n'entendez pas, on vous le dira d'arrêter, vous inquiétez pas. Allez-y, soufflez. Merci. Bon, monsieur, je crois que vous avez bu plus que de raison. Je vais vous demander votre permis, les papiers du véhicule et vous allez venir avec nous. On va aller au commissariat. L'homme a 2 grammes d'alcool dans le sang, 4 fois le taux autorisé. Descendez du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. On va tout vous expliquer en détail. Placé en garde à vue, il risque une grosse amende et une suspension de permis. Il est positif. Attendez, c'est un fonctionnaire qui va garer le véhicule parce que je crois qu'il n'y a personne qui est en état de le reprendre. Vas-y, sortez de la voiture. Venez, s'il vous plaît. Son véhicule est immobilisé car ses 2 copains ne sont guère plus lucides. Vous avez commencé à quelle heure? Tôt. Hein? Tôt. C'est-à-dire 14h d'après-midi. 14h. Ouais. Et là, vous rentrez sur où? Sur Alès. Alès, c'est à combien de kilomètres? C'est à quoi ça? 30 bornes. Moi je me suis endormi, là je dormais, là c'est le policier là, qui m'a réveillé en me disant il m'a dit sors de la voiture. Je dis bah allez, on va sortir de la voiture. La putain de c'est mort, bah c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Allez, merci. Les 3 copains auraient pu perdre la vie, mais ces 2-là n'ont pas l'air très affectés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dormir dans la voiture là? Eh ben on va laisser finir. Hein? On va laisser finir dans un bar, normal. Ah ouais? Ouais. Vous allez pas dormir quoi? C'est la feria, comment? Vous avez le moral vous alors? C'est ouais, pas... il faut. Faut pas perdre la pêche à ce moment-là, t'as vu? Pendant ce temps-là, Antoine et ses copains sont en plein délire. Ils rentreront au petit matin, à pied et à peu près indemnes. Mais d'autres finiront leur soirée à l'hôpital. En moyenne, ils sont seulement une dizaine par soir à devoir être transférés aux urgences. Il est 4 h du matin. La fête est finie. Et voilà, c'est la fin. On vous dit de rentrer bien. Merci encore. Merci à vous. Pour l'équipe de policiers municipaux, les vrais soucis vont commencer. Des milliers de fêtards errent dans les rues. Les esprits sont échauffés par des heures de fête. C'est un moment critique. Un peu plus loin, une bagarre éclate. L'intervention est musclée. Sous l'emprise de l'alcool et de drogue, il faut plusieurs policiers pour maîtriser cet homme. Ouais, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Allez au trou. Allez, Ouais. enlève le trou. Allez au trou. Allez, fais venir la voiture là-bas. C'est le problème? Bon, alors. Ne restez pas. Vous voyez que l'alcool n'atteint pas que la petite jeunesse. Elle atteint aussi la grande. Même les adultes. L'homme est arrêté pour ivresse sur la voie publique.
Il est envoyé à l'hôpital pour faire constater son niveau d'ébriété. Mais en période de feria, ces cas sont tellement fréquents qu'il sera remis en liberté dès le lendemain. Durant ces 6 jours, on compte 3 policiers blessés et 37 personnes placées en garde à vue pour violence. Quant aux accidents de voiture, ils ont fait 7 blessés. Mais heureusement, comparé aux millions de visiteurs, ce bilan n'a rien de dramatique. Et pour lutter contre l'alcool au volant, des éthylotests électroniques pourraient être obligatoires dès l'an prochain dans les débits de boissons. Une mesure examinée aujourd'hui même par le Conseil d'État. Direction la Birmanie à présent. 3 ans et demi après le tsunami, c'est une nouvelle catastrophe naturelle qui a touché le pays, parmi les plus fermés au monde. Voilà 11 jours que le cyclone Nargis a déferlé avec une vague de plus de 6 mètres de haut. Depuis, la situation est dramatique. Les autorités parlent de 30 000 morts, autant de disparus. Mais selon l'ONU, il pourrait y en avoir 5 fois plus. Et cela risque d'être bien pire si les secours n'arrivent pas très vite dans les zones les plus sinistrées. Le problème, c'est que les militaires au pouvoir exigent de contrôler eux-mêmes ces secours. Ils redoutent la présence d'étrangers sur leur territoire. Pendant ce temps-là, que deviennent les sinistrés menacés par la faim et les épidémies? Et surtout, à quoi jouent les militaires birmans? Les dessous d'une semaine tragique en Birmanie. C'est un récit de Sophie Le Gall et Thibaut de Barberac. Attention, certaines images peuvent choquer. Voici ce que montrait la télévision birmane ces derniers jours. Des starlets qui incitent la population à aller voter. Car pour la première fois depuis 18 ans, les militaires au pouvoir organisent un référendum. Bien sûr, il y a ce cyclone qui a dévasté le sud du pays quelques jours avant. Mais la télévision officielle le montre, l'armée a la situation bien en main. Pas d'image de victimes, mais des militaires en train d'aider la population. Hébergement des sinistrés dans des tentes flambant neuves, distribution d'eau et de vivres. Ils sont irréprochables. Mais voici la réalité. Des cadavres partout et des chiffres qui dépassent l'entendement. Selon l'ONU, il pourrait y avoir 300 000 morts et disparus, plus que pendant le tsunami dans toute l'Asie. Une population sans abri et affamée, c'est une tragédie à huis clos qui se joue dans ce pays depuis 11 jours. Au départ, beaucoup comme ce couple qui peine à pédaler face au vent, ont cru à un orage de mousson, juste un peu plus violent que d'habitude. Et puis la télévision avait annoncé de fortes pluies, alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais au fil des heures, au-dessus de Rangoon, le ciel s'obscurcit, le vent souffle toujours plus fort. Nous sommes le 2 mai dans l'après-midi, le cyclone Nargis et ses rafales de 240 km/h sont en train de s'abattre sur le sud du pays et de tout dévaster. Il n'existe que très peu d'images de ces quelques heures d'enfer, mais des photos satellites permettent de constater la violence du phénomène. Voici le sud du pays avant le cyclone, un delta avec ses nombreux cours d'eau qui serpentent dans les terres. Et le voilà après, des milliers de kilomètres carrés ont été submergés. Les témoins parlent d'une vague de 6 mètres de haut, une sorte de tsunami qui a rayé de la carte des centaines de villages. Comme celui de Damyakyong. Il comptait environ 200 maisons avant la catastrophe. 4 sont toujours debout. Celle de cet homme, Wu Wensei, était ici. Elle a totalement disparu. Quand j'ai vu l'eau arriver, j'ai mis mes 2 neveux sur mes épaules et j'ai couru vers l'intérieur des terres. Plus que sa maison, Wu Wensei a perdu son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Sur 500 villageois, les 2 tiers ont disparu. Cette fillette, Baba, et son petit frère font partie des orphelins. À quelques kilomètres de là, la ville de Laputa est sans doute une des plus touchées. On y dénombre au moins 10 000 morts.
Mais c'est là que viennent se réfugier beaucoup d'habitants des petits villages engloutis. Parmi eux, quelques miraculés, comme cette jeune femme qui porte son nouveau-né dans les bras. Ma maison a été détruite. J'ai trouvé un tronc de cocotier qui flottait, je l'ai utilisé comme un radeau. J'ai ainsi réussi à atteindre la terre à proximité d'un monastère et j'ai accouché de ce bébé le lendemain, le dimanche. Combien de membres de votre famille ont péri? 4 sont morts, j'ai juste une sœur qui a survécu. Pourquoi les secours n'arrivent-ils pas? Pourquoi les premiers bilans ont-ils été minimisés? Et à quoi joue le pouvoir birman? Un pouvoir qui contrôle tout, à commencer bien sûr par l'information. Voilà pourquoi, dans le pays et à l'étranger, on a cru au départ que la situation était maîtrisée, comme le montraient ces reportages sur fond de musique douce, où des militaires s'affairaient tranquillement à déblayer les routes. Mais il a fallu ces images, sorties clandestinement du pays par des opposants, pour que le monde prenne conscience de la gravité de la situation. Des immeubles au toit soufflé et pas un militaire à l'horizon. Ici, à Dedaï, au sud de Rangoon, ce sont les moines qui sont obligés d'évacuer à main nue les arbres arrachés. Quatre jours après le cyclone, ces milliers de rescapés n'ont toujours pas vu ces fameux militaires, pourtant si présents à la télévision. Est-ce que les équipes de sauvetage sont venues ici? Non, personne n'est venu. Nous avons attendu, mais personne n'est venu. Jusqu'à aujourd'hui? Oui, oui. Les gens meurent de faim. J'avais entendu des rumeurs comme quoi on allait distribuer du riz ici. Alors je suis venue. Mais il n'y a pas de distribution. Nous sommes désespérés. Il n'y a plus de nourriture. Sur la route, des habitants ont écrit à l'intention d'éventuels étrangers qui passeraient par là un appel au secours. Il est marqué « Aidez-nous, nous sommes en danger, nous avons faim ». Si la population crie famine, c'est parce que cette région était le grenier à riz du pays. 60% de la production est désormais sous l'eau, détruite. Et les buffles, qui dans les campagnes n'ont pas encore été remplacés par des tracteurs, ont été décimés. La situation sanitaire devient critique. Ces images ont été filmées par un Birman avec son téléphone portable. On y voit un village ravagé comme tant d'autres. Plusieurs jours après le drame, les cadavres n'ont pas été ramassés et se décomposent dans l'eau. Les survivants pleurent leur mort et surtout ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour évacuer cette zone et fuir les épidémies. Ils embarquent sur les rares bateaux encore en état de marche et vont trouver refuge dans des monastères. Celui-ci a été envahi par les eaux, mais les moines ont dressé des tentes pour les réfugiés qui sont en colère. Je suis restée 4 ou 5 jours dans mon village, sans nourriture et sans boire d'eau. Je n'ai mangé que la noix de coco et je n'ai bu que du lait de coco. Pourtant, selon certains, cette catastrophe aurait pu en partie être évitée. À 2000 km de là, c'est ce qu'affirme M. Yadav, le responsable de la météo à New Delhi en Inde. Il assure avoir prévenu les autorités birmanes de l'arrivée du cyclone 36 heures à l'avance. Nous étions sûrs que la dépression n'allait pas venir chez nous en Inde, mais plutôt qu'elle allait toucher au final la Birmanie. Et cette information que la dépression au plus fort de son intensité allait traverser la Birmanie et qu'au fil du temps, elle allait prendre de plus en plus de force, eh bien nous l'avions dite aux autorités birmanes le 1er mai au matin. Non seulement les autorités birmanes n'auraient pas alerté la population, mais aujourd'hui elles n'acceptent qu'au compte-gouttes l'aide internationale. Rares sont les avions qui, comme celui-ci, ont pu décoller de Bangkok en Thaïlande pour apporter des vivres et des médicaments. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, l'armée veut tout contrôler. Les étrangers ne sont pas les bienvenus en Birmanie, et il y a peut-être à cela une raison bien précise. Depuis 1962, le pouvoir est aux mains des militaires. C'est cet homme, le général Tan Shwe, 75 ans, qui contrôle le pays. Il n'apparaît que très rarement.
Isolé dans sa tour d'ivoire, il croit dur comme fer qu'il est la réincarnation d'un roi birman. En 2006, il a même organisé pour sa fille cadette un mariage princier. Évalué à 50 millions de dollars, les cadeaux pour le jeune couple représentent 3 fois le budget du ministère de la Santé. Si les militaires ne veulent pas voir d'étrangers chez eux, c'est d'abord parce qu'ils exercent sur la population une répression féroce, comme en septembre dernier, lorsque les moines avaient osé descendre dans la rue pour réclamer la démocratie. L'armée avait tiré sur la foule. Tous les témoins étrangers avaient alors été expulsés du pays. Mais aujourd'hui, c'est pour un autre événement que les militaires ne veulent pas de témoins. Pour la première fois depuis 18 ans, les Birmans sont appelés aux urnes. Un référendum pour approuver une nouvelle constitution. Mais selon l'opposition, dont la tête de file est le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, le vrai but de ce scrutin est de renforcer un peu plus le pouvoir de l'armée. Le référendum, prévu samedi dernier, a été maintenu malgré le cyclone. Et comme partout dans le monde, le chef de l'État vote devant les caméras. Et pour prouver qu'il n'y a pas de triche, les autorités montrent que les urnes sont bien vides avant l'ouverture du scrutin. Seulement, il y aurait une petite contrainte. Selon les opposants, les électeurs sont obligés de répondre oui à ce référendum. Quand nous arrivons au bureau de vote, ce sont les autorités qui cochent la case et ils mettent oui. Donc on n'a plus qu'à signer le bulletin et à le mettre dans l'urne. Qu'est-ce que les gens pensent de ce vote? Moi je suis très déçu. Mais si nous refusons de voter, nous serons arrêtés. Ils nous forcent à voter. Un référendum qui serait truqué. Voilà pourquoi, selon certains, les militaires ne souhaitent pas de témoins étrangers sur leur territoire en ce moment. 11 jours après le passage du cyclone Nargis, selon l'ONU, les secouristes birmans ont distribué moins de 20% des besoins en eau potable et en vivres. Dans ce monastère, les religieux sont inquiets pour les prochains jours. De nombreux sinistrés ont trouvé refuge chez eux et les stocks sont vides. Grâce à l'eau de pluie qu'on récupère, on a de quoi boire. Mais on n'a plus un gramme de nourriture. Même si le bilan exact du nombre de morts reste à déterminer, il y a un chiffre sur lequel tout le monde s'accorde. 40% des victimes du cyclone sont des enfants. Et le référendum auquel tient tant le gouvernement birman devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois. En attendant, des pluies diluviennes se sont abattues sur le pays, ce qui ralentit considérablement l'acheminement de l'aide aux sinistrés. C'est l'heure de la pub. 66 minutes revient juste après. Regardez. Depuis qu'un chauffeur de taxi clandestin est accusé d'avoir assassiné cette étudiante suédoise, certaines jeunes femmes se posent des questions. La pauvre fille s'est quand même fait massacrer. Ouais, dévisager, c'est vrai. Non, on n'en prendra plus. Comment reconnaître ces faux taxis? Comment les policiers leur font-ils la chasse? Et qui sont-ils? Moi, je travaille pas, je sors de prison. Et là, j'essaie de me réinsérer, comme j'arrive pas à trouver de boulot, donc je fais ça en attendant, quoi. Nous avons aussi enquêté en Angleterre où, face à la psychose, s'est créée une compagnie de taxi spéciale femmes. El señor Manu Chao. Il se montre rarement à la télé et pourtant c'est l'artiste français qui vend le plus de disques dans le monde. Nous l'avons suivi en Argentine où il s'est lancé dans un projet hors du commun, enregistrer un disque avec les patients d'un hôpital psychiatrique. De Paris à l'Amérique du Sud, voyage dans les valises de Manu Chao. De retour pour la suite de 66 minutes en direct.
Peut-on prendre un taxi la nuit sans risque? C'est la question que se posent beaucoup de femmes en ce moment, surtout depuis le meurtre il y a 3 semaines de cette étudiante suédoise prise en charge par un taxi clandestin à Paris. Des femmes agressées par des chauffeurs de taxi, ce n'est malheureusement pas la première fois que ça arrive. Il s'agit de ne pas céder à la psychose. Mais aujourd'hui, les autorités et aussi les vrais chauffeurs mettent en garde les usagers contre les taxis illégaux. En Grande-Bretagne, on a trouvé la parade, une compagnie de taxis réservée aux femmes. Reportage en France et en Angleterre de Stéphane Martin. Depuis quelque temps, les soirs de week-end à Paris, certaines jeunes femmes semblent avoir de l'appréhension au moment de prendre un taxi pour rentrer. Moi, ça m'a fait peur. Ouais. Attends, la pauvre fille, c'est quand même fait massacrer. Ouais, dévisagée, c'est vrai. On se pose tous des questions quand il y a des choses comme ça qui arrivent, mais après, je sors quand même et je prends quand même des taxis, quoi. Je m'arrête pas à ça, mais après, on fait attention. Ce qui leur a fait peur, c'est la mort à Paris de cette étudiante suédoise le 19 avril dernier. Susanna Zitterberg aurait été assassinée par un faux taxi. Cet homme a été mis en examen pour le meurtre. La jeune femme a été prise en charge à la sortie de cette boîte de nuit. Son corps a été retrouvé le lendemain en forêt de Chantilly, en partie carbonisé. Mais si Susanna Zitterberg a été tentée de prendre un faux taxi, c'est que pour en trouver un vrai les soirs de week-end, c'est une galère. Aux 4 coins de la capitale, les gens font le pied de grue. Combien de temps vous attendez Ça fait 20 minutes, mais normalement on attend 40 minutes, 45 minutes. Aux heures de pointe, les 15 500 taxis parisiens n'arrivent pas à répondre à la demande. Du coup, la tentation est forte de répondre aux sollicitations de chauffeurs beaucoup plus discrets. Comme ce monsieur, au volant de cette voiture sans aucune enseigne. Pardon? Oui? Porte-maillot? Ouais. C'est bon? Ok, je me fais 10 euros là. 10 euros? Ouais. D'accord. Quelqu'un monte en avant. Monsieur monte en avant. Pourquoi il faut monter à l'avant? Parce que moi, c'est pas vrai taxi, c'est juste pour le look. Il ne veut pas se faire repérer car c'est un taxi clandestin. Il racole ses clients et pratique les prix qu'il veut. Tous les week-ends comme ça, les gens ils galèrent. Alors, faut-il avoir peur de ces faux taxis? Voilà, monsieur. Merci. Et qui sont ces chauffeurs clandestins? Quand ils n'opèrent pas la nuit dans Paris, leurs terrains de chasse favoris sont les gares et les aéroports, comme ici à Roissy. C'est là qu'ils trouvent leur clientèle privilégiée, les touristes, qui connaissent mal le fonctionnement des taxis. Ici, c'est un vol en provenance de Rome qui débarque. Nous avions tourné l'été dernier en caméra cachée en nous faisant passer pour des voyageurs italiens. À la sortie du terminal, des hommes observent les arrivées. L'un d'eux s'adresse à nous. Vous allez où? À l'hôtel Concorde de Lafayette. Concorde de Lafayette? Oui. Okay, ouais. Vous avez combien de personnes? 2. Ok. Venez. Il nous emmène vers une sortie à bonne distance des vrais taxis. Et là, surprise, il n'a pas lui-même de véhicule. C'est un rabatteur. Une fois qu'il a ferré ses clients, il appelle son collègue garé un peu plus loin. La voiture arrive. Et on annonce le prix de la course pour Paris. 65 €, une petite arnaque, car c'est 20 € de plus que le prix normal. Mais avec ces tarifs, certains faux taxis arriveraient à gagner jusqu'à 4 000 € par mois. Un business au noir, bien organisé et totalement illégal. Tu connais? Oui, une vieille connaissance. À Paris, ces hommes sont chargés de leur faire la chasse. C'est la police des taxis, on les appelle les bowers. Monsieur, bonjour. Un petit contrôle. Bon, vous pouvez nous présenter les papiers, s'il vous plaît? Alors, votre carte professionnelle, l'autorisation de stationner? Leur mission principale, c'est de contrôler les vrais taxis. Il est resté à la maison. Il est resté à la maison. Le lumineux taxi parisien. Ils vérifient tous les attributs du taxi officiel, l'enseigne lumineuse, la plaque numérotée à l'avant droit et le compteur à l'intérieur. Mais depuis l'assassinat de la Suédoise, ils mettent les bouchées doubles pour arrêter les faux taxis. Et là, c'est un peu plus compliqué. Merci. Ce soir-là, ils se rendent gare du Nord, car ils ont un tuyau.
vais appeler mon tonton. Son tonton, c'est son indique sur place. Oui, tonton. Ouais, qu'est-ce que c'est toujours pareil là-haut? L'homme qui l'informe est un vrai taxi en attente d'un client. Quel intérêt il a à vous donner ces informations? Ben, ça permet de... Lui, il trouvera plus de clients et ça permet de nettoyer un peu la place. Il n'est pas rémunéré, ni même quoi que ce soit. Il fait ça pour éliminer ses concurrents. Pour pouvoir interpeller les taxis clandestins, ils doivent les prendre en flagrant délit. Il faut donc s'approcher, mais sans éveiller de soupçons. Alors, on arrive sur les lieux. Ici, il va falloir être assez discret parce qu'ils sont juste en face. Il va les observer incognito depuis ce fast-food en face de la gare. Très très discret. Il y a beaucoup de monde ce soir. C'est un bon poste d'observation. Hein. Ah là, on les voit super bien. D'ailleurs, un peu trop, on va s'éloigner un peu parce que s'ils lèvent les yeux, on est cuit. En cette veille de grand week-end, beaucoup de touristes arrivent et les faux taxis sont en nombre. L'individu qui est là-bas, bon, ben lui, il racole tous les gens qui passent. La personne là qui remonte avec les cheveux blancs, lui, je l'ai interpellé déjà plusieurs fois. C'est un taxi clandestin que je connais par cœur. Il lui reste maintenant à en surprendre un en train de charger des clients. À quelques dizaines de mètres, dans une rue discrète, ses collègues attendent son signal pour intervenir. La Clio verte, la Clio que je t'ai plié la plaque, c'est accordé, j'ai eu la confirmation. Ça y est, un faux taxi en Clio verte vient de démarrer avec un client. Ils doivent faire vite. Là. Avant d'arriver quand même, hein. Ouais, t'es derrière moi? Fais gaffe, fais gaffe. Ouais, bah on le bloque au feu. On le prend là? On l'interpelle. Ça. Oui, monsieur, j'ai rien. Vous défendez? Le chauffeur est arrêté. Les mains là. Quant à son client, il ne risque rien. On va juste prendre vos déclarations. Comment c'est passé, comment vous êtes fait... Et c'est pas après vous qu'on en a. D'accord? Non, on a fait une file énorme. On a séparé. Et vous avez négocié un prix de course? Non, pas encore. Maintenant, les policiers veulent obtenir des aveux de son conducteur. Bon, je vais vous la faire courte. Il nous a dit qu'il allait avoir transaction d'argent. Moi, je veux juste savoir c'était quelle somme que vous allez lui demander. Je vous dis honnêtement, je vais demander ce qu'il peut. Honnêtement. Ce qu'il peut, c'est quoi la somme? Moi, je veux savoir si vous alliez le voler ou pas. Ah, voler, non. Bah, le voler, c'est-à-dire lui demander 100 € ou lui demander 20 €? Non, c'est même pas 10 € les courses. Comme c'est la première fois qu'il se fait prendre, il risque une simple amende. Mais en cas de récidive, ça peut monter jusqu'à 15 000 € et 1 an de prison. Je travaille pas, je sors de prison. Et là, j'essaie de me réinsérer, comme j'arrive pas à trouver de boulot, donc je fais ça en attendant, quoi. J'ai une famille à charge. Vous avez une femme, des enfants? Non, j'ai ma famille à charge. Mes frères et sœurs, voilà. Et donc, comme je dis, on essaie de joindre les deux bouts, quoi. Vrai ou faux taxi, à tort ou à raison, aujourd'hui, certaines jeunes femmes hésitent à monter dans une voiture conduite par un homme. Alors existe-t-il un moyen plus sûr de se déplacer la nuit? En Angleterre, 2 femmes pensent avoir trouvé la solution. Warrington, une ville d'apparence tranquille coincée entre Manchester et Liverpool. Le coin a pourtant été marqué par un fait divers dont se souviennent bien Tina Dutton et Andrea Winders. Une histoire semblable en tout point au meurtre de la jeune Suédoise à Paris. C'est cette fille, Rachel Taker. Elle est montée dans un taxi clandestin et malheureusement elle a été assassinée. Nous étions en colère et on a voulu faire quelque chose. Elles ont eu l'idée de monter une petite société de taxi réservée aux femmes.